Serge Mongeau est le père de la simplicité volontaire, dont il fait inlassablement la promotion, multipliant les interventions, les écrits et animant divers groupes ou tribunes à travers la province, comme par exemple les éditions Éco-Société qu'il a fondées. Militant infatigable de la sobriété heureuse, Serge Mongeau, 77 ans, milite résolument à gauche pour une politique active de décroissance conviviale. Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue sur le plateau de Dialogue. Au fond, notre ambition est simple, il s'agit d'essayer à travers des débats et grâce à un certain nombre d'experts de réfléchir sur les enjeux de notre temps, en mesurer l'importance et puis essayer de dégager des alternatives. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle la simplicité volontaire. Et donc j'ai invité aujourd'hui le docteur Serge Mongeau, comme on pourrait dire, le père de la simplicité volontaire, quelque chose comme ça, bonjour. Bonjour. Vous êtes présenté par ailleurs sur la bande de l'émission, et puis vous avez remarqué peut-être que derrière Serge Mongeau, il y a Thérèse Miron, une habituée de l'émission, qui vient là pour nous faire monter d'un cran dans la réflexion en seconde partie, grâce à son écoute de la première, après quoi on essaiera de trouver quelques points de synthèse avant de clôturer cette émission. Alors merci de nous regarder pendant l'heure qui suit. Serge Mongeau, simplicité volontaire, j'ai vu dans Wikipédia, je trouve que c'est beaucoup plus beau, sobriété heureuse. Ah, oui, c'est plus fleuri ça. Oui, c'est ça. Je pense que c'est Pierre Rabhi qui utilise ce terme-là. C'était aussi Dansereau qui... l'écologiste, là? Oui, l'écologiste qui parlait de sobriété heureuse. Nous, on a pris, finalement, c'est un peu... j'en suis responsable parce que j'avais trouvé un livre, j'écrivais un livre sur la santé, que je voulais faire ça, puis... en cherchant à me documenter, je lisais, puis j'avais trouvé un livre qui venait de sortir aux États-Unis qui s'appelait « Voluntary Simplicity ». Puis j'arrive sur ce livre-là, puis je trouve que le concept répondait exactement à ce que je cherchais dans mon livre. Comment trouver une bonne santé, parce que la première version de la simplicité volontaire, c'était dans la collection santé dont je m'occupais que ça a paru, et c'était une recherche de la santé. Et à ce moment-là, j'avais fait une longue réflexion. Et la simplicité volontaire, pour moi, c'était à ce moment-là un moyen de s'occuper de sa santé puis de s'éloigner de la médecine et de la maladie. Bon, c'est ça. La santé est une chose beaucoup trop sérieuse pour la confier aux médecins ou aux experts sans démagogie. En fait, derrière le concept de santé, c'est très global pour vous. C'est pas juste la santé du corps ou la santé psychique élémentaire. Non, la santé, c'est un équilibre finalement, puis c'est psychologique. Moi, je n'aime pas qu'on parle des maladies psychosomatiques. Je pense que en tant qu'être humain, on est tous d'abord différents et on a des faiblesses. Et selon nos endroits de faiblesse, quand on demande trop à notre organisme, quand il y a des raisons d'affaiblissement, ça va craquer d'un côté. Il y en a, c'est du côté mental, il y en a, c'est du côté physique. Mais finalement, pour moi, la maladie, c'est toujours un déséquilibre. Et à ce moment-là, pour la santé, il faut travailler quelque chose de global. C'est ça. Et dans le sens d'une réduction, d'une rigueur un peu plus forte, d'une cohérence, notamment en ce qui concerne la consommation. Peut-être la première maladie symbolique de ce dont on parle, c'est l'obésité. Là, on bouffe c'est comme ça. des... En fait, c'est pas la consommation elle-même qui est une maladie, mais
ça amène des conséquences dans la vie des gens. Une première conséquence, oui, c'est qu'on utilise de plus en plus d'appareils qui vont faire que, oui, on travaille moins fort, mais à ce moment-là, travaillant moins fort, on fait moins travailler notre organisme, moins travailler nos muscles, alors que pour un développement de nos organes internes en particulier, bien, on a besoin de faire travailler nos muscles et de faire travailler notre cœur, de faire travailler nos poumons, et c'est comme ça qu'ils vont se développer et faire qu'on est en bonne forme après. D'ailleurs, j'ai vu de vous des photos de marathoniens. Je ne sais pas si vous continuez quand même cet exercice-là. Bien, là, je commence à vieillir un peu. Oui. Mais là, je suis allé au demi-marathon cette année. Ah, quand même. Cette année, je n'ai fait que les 21 kilomètres. Okay. Mais c'est probablement la dernière fois. J'ai trouvé ça vraiment difficile cette année. Ouais. Donc, c'est un art de vivre dans la mesure, on pourrait dire. Hein? Et vous dites, c'est aussi pour se centrer sur l'essentiel. Ça, j'ai remarqué ça. C'est ça. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? Bien, l'essentiel, je pense qu'il diffère d'une personne à l'autre. Hein? Je dis souvent, comme exemple, si je veux être un joueur de hockey, ou si je veux être un violoniste, je vais avoir une vie différente, je vais avoir des activités différentes et je vais avoir des choses que je vais privilégier par rapport à d'autres et c'est normal. La simplicité volontaire, ça n'est pas de cesser totalement de consommer, mais c'est dans notre consommation, c'est de choisir ce qui nous permet de nous épanouir, ce qui nous permet de répondre à nos vrais besoins. Donc, il faut d'abord les identifier et se rendre compte que beaucoup de nos consommations nous viennent de faux besoins, de désirs qu'on a d'abord suscités et qu'on a transformés d'une certaine façon en besoins, alors que on n'a pas besoin de beaucoup de ces consommations-là et on pourrait les mettre de côté. Et l'important de la simplicité volontaire, c'est qu'à partir du moment où on choisit sa consommation, bien, on consomme moins. Parce que choisir, c'est en laisser de côté. Quand je vote pour tel candidat, je n'ai pas voté pour l'autre. Je n'ai pas pris les deux. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut choisir sa consommation en fonction d'une réflexion, en fonction de ce qu'on veut faire de sa vie, en fonction de ses valeurs, en fonction de donner un sens à sa vie et aussi de se donner une vie humaine, une vie à ce moment-là où on vit dans une communauté, en prendre soin de cette communauté, s'y impliquer. Et tout ça, c'est possible par la simplicité volontaire parce que, bien, comme on a moins besoin d'argent pour consommer, on a moins besoin de travailler. Et à ce moment-là, si on travaille moins, on a plus de temps pour faire les choses qui sont essentielles et pour faire des choses qui vont faire aussi qu'on a moins besoin d'argent. C'est un cercle vertueux qu'on voit plus souvent par rapport au service. On peut comprendre avoir moins besoin d'argent en ce qui concerne des gens comme vous et moi qui avons relativement des positions dans la société, classe moyenne, on va dire, on peut comprendre ça. Mais il y a des gens qui ont vraiment besoin de plus d'argent. Il y a énormément de pauvreté. Ça aussi, c'est une autre raison de la simplicité volontaire. Beaucoup de gens y arrivent à la simplicité volontaire par sens de la justice aussi. Et on suit le mot de Gandhi, consommer moins pour que d'autres puissent consommer, finalement. Et donc, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un partage. Mais il faut bien être conscient que quand même je consommerai moins dans notre société actuelle, ça n'en donnera pas plus aux autres. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'implique au plan social pour changer les règles du jeu, changer le type de société qu'on a et avoir une société plus équitable. Ça, c'est très clair. Face à ça, on a affaire à des gens, à des groupes
extrêmement armée, extrêmement, je ne parle pas d'armes militaires seulement, extrêmement efficace en termes de publicité, en termes d'inspiration et d'organisation des médias, jusqu'à les posséder et les orienter dans le sens contraire de la simplicité volontaire. L'ennemi est quand même... va-t-on y arriver? Bien, pas facilement. C'est très clair, et c'est très clair que qu'il va falloir aller plus loin que ce qu'on a fait à venir jusqu'ici. Et en fait, on est actuellement dans la mouvance de la simplicité volontaire, dans une certaine remise en question, parce qu'il y a un danger à la simplicité volontaire. C'est un danger de un peu cloisonnement, d'enfermement. Les gens qui disent, bon, j'ai compris, je peux vivre avec beaucoup moins, ce qui est le cas. Hein. Dans nos sociétés riches, écoutez, je dis souvent aux gens, si vous voulez meubler votre maison à peu de prix, vous avez seulement à vous lever tôt le matin et à passer avant le camion des ordures, parce que ce qu'on peut jeter dans notre société, la même chose pour les vêtements, on a des bazars, des friperies, on peut vivre dans notre société avec beaucoup moins. Et c'est possible, et ça peut être agréable quand on l'a choisi. Alors, je ne veux pas dire aux gens, j'admets pas cette austérité que nos gouvernements actuellement essaient d'implanter, mais austérité, c'est finalement de mettre les gens dans des situations où ils vont être pauvres. Et la pauvreté, c'est pas la simplicité volontaire parce qu'on ne l'a pas choisi. Ce qui est important dans la simplicité volontaire, c'est le choix qu'on fait soi-même. Si moi, je n'ai pas d'automobile, ce qui est le cas, c'est pas parce que je ne suis pas capable d'en avoir une, j'en ai d'ailleurs déjà eu une, c'est que j'ai choisi de ne pas en avoir. Si je me promène à bicyclette, c'est pas parce que je peux pas faire, j'ai pas d'autres moyens de transport, c'est que j'ai choisi. Et quand on choisit à ce moment-là, bien, on l'assume bien différemment et on le vit bien différemment. Dans les années où nous étions jeunes, je me rappelle très bien, mais je saurais plus très bien, vous allez m'aider au niveau des dates, mais on parlait du Club de Rome, on parlait du groupe de Lisbonne, et on a commencé à dire croissance zéro. OK? Alors là, un mouvement de révolte, c'est des cinglés qui n'ont pas besoin d'avoir des moyens supplémentaires pour manger, c'est des politiciens fumeux, enfin, tout y est passé. 40 ans après, les gens consomment toujours encore plus, détruisent la planète, les réserves de richesse. Aïe, aïe. Ben oui, écoutez, le Club de Rome a publié quand même Halte à la croissance. Oui, ça c'était quoi, 1970, quelque chose comme ça? Quelque chose comme ça, mais on vient aux éditions Éco-Société de leur publier une version qui a été retravaillée et refaite. Et le constat que les auteurs font, c'est qu'ils avaient parfaitement raison et qu'on ne les a pas écoutés et il n'y a rien qui a changé. Et on ne parlait pas juste de croissance, en tout cas, nous, on ne parle pas juste de croissance zéro, on parle de décroissance. Pour un temps, en tout cas, il va falloir que nous, dans les pays où on est allé tellement loin dans la consommation, et nous qui sommes responsables, finalement, premiers responsables de la destruction de la planète, bien, c'est à nous à faire les plus grands pas. Il ne s'agit pas d'aller demander aux Africains qui ont à peine de quoi manger, des fois, et qui n'ont même pas rien d'autrefois. Il ne s'agit pas de leur demander de réduire encore leur consommation. C'est à nous à faire le pas et c'est à nous donner une société qui va finalement aller dans un autre sens. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la décroissance, c'est pas forcément à ce moment-là la misère, c'est pas à ce moment-là la catastrophe. C'est tout simplement de
faire les choses autrement dans notre société, et c'est possible. Je vais vous donner un exemple. Les gens disent, si on s'en va vers la décroissance, s'il n'y a plus de croissance économique, nos gouvernements n'auront plus d'argent pour faire le développement, etc., etc., et on va s'en aller vers une situation de misère. Décroissance, ça n'est pas dépression, ça n'est pas à ce moment-là moins, c'est faire autrement. Et l'exemple que je voulais donner, c'est très clair qu'il faut qu'on change et qu'on va devoir changer notre agriculture industrielle par une agriculture biologique parce que notre agriculture industrielle est fondée sur le pétrole en particulier. Une agriculture bio, c'est clair que ça demande plus de main-d'œuvre. On va avoir besoin plus de gens qui travaillent et c'est sûr qu'il y a déjà bien des gens qui seraient intéressés à travailler si à ce moment-là on les respectait sur les terres et tout ça. Et la même chose, décroissance, ça veut dire que je dis on va faire les choses autrement. Par exemple, au lieu de produire comme on fait avec une obsolescence planifiée, un vieillissement planifié pour que les choses ne durent pas longtemps, pour qu'on puisse être obligé d'en acheter d'autres, à penser à vos frigidaires qu'on achète aujourd'hui. Puis quand il a duré 3-4 ans, on est bien content. Mais il y a 20 ans, il y a 30 ans, il durait 20 ans, 30 ans au moins, puis il était réparable aussi. Mais là, tout est rendu électronique, tout est de plus en plus difficile à réparer. Donc, on produit des choses qui sont programmées pour manquer plus tôt et qui ne sont pas réparables aussi. Avez-vous déjà essayé de faire réparer votre grille-pain? On va voir le technicien, puis il dit ça va te coûter 3 fois plus cher. Puis d'ailleurs, je suis même pas capable de le réparer parce qu'ils ont soudé les morceaux. Ça ne défait plus, les grille-pains, puis tout ça. Autrement dit, on comprend bien les besoins, on comprend bien la volonté de non-obésité. On sait que on pille la planète comme si on en avait 2, grosso modo, au niveau des ressources. Mais j'ai l'impression que les politiciens ne réagissent pas. Il y a un snobisme vert, il y a des mouvements écologiques, mais pour arriver à vraiment avoir prise sur les problèmes, il faudrait le législateur. Quand vous parlez d'obsolescence programmée, c'est quasiment un crime, parce que c'est un gâchis monstrueux et qui profite à quelques-uns. S'il n'y a pas un bras de fer quelque part qui représente plus ou moins bien, mais au moins ce qu'on appelle le bien commun ou l'intérêt général, on n'y arrivera pas. Autrement dit, la simplicité volontaire, c'est forcément un militantisme politique. Ça le devient aussi, et c'est une des choses. Nous, ce qu'on dit, simplicité volontaire, c'est un départ. Il faut être cohérent avec ce qu'on veut faire. C'est aussi une façon d'arriver à cette société autre dont on a besoin, une société qui sera plus collective, communautaire, plus équitable, qui sera plus locale, etc. C'est un moyen, mais c'est un commencement. Il faut aller plus loin. Il faut transformer nos communautés. Il faut travailler donc au niveau collectif. Puis il faut aussi aller jusqu'à nos gouvernements. D'abord, dans un premier temps, les empêcher de faire des bêtises. Ils en font énormément. C'est pas pour rien qu'on fait des manifestations, qu'actuellement, il y a une grosse opposition à tout ce qui s'appelle les gaz de schiste et le pétrole des sables bitumineux. C'est très évident qu'on ne devrait pas développer ça. La planète ne le supportera pas. Tous les scientifiques du monde nous disent oui, il reste du pétrole. D'abord, il est de plus en plus cher à extraire, mais en plus, c'est qu'il faut absolument qu'on en laisse une bonne partie de ce pétrole dans la terre, parce que si on l'utilise,
on va dépasser la capacité de la planète d'absorber le CO2 et l'effet de serre, il va augmenter. On va être pris avec des sécheresses, des inondations, des perturbations du climat épouvantables. Donc, il faut vraiment agir à ce niveau-là actuellement. Et nos gouvernements ne le font pas. Nos gouvernements continuent à ce moment-là à nous dire qu'il faut la croissance économique. Et ça, on nous répète ça constamment. Plus la tarte va être grosse, plus il va en avoir pour tout le monde, mais c'est pas ça qui se passe. C'est qu'il y a les gens qui avaient des gros morceaux ont des plus gros morceaux encore, et ceux qui n'avaient pas de morceaux ou avaient des tout petits morceaux, bien, ça continue à rétrécir leurs morceaux. Puis il y en a même plus qui avaient des morceaux moyens, puis qui commencent à avoir des petits morceaux. La redistribution de la richesse ne se fait pas et ça ne vient pas avec la croissance économique c'est pas avec la croissance économique qu'on va régler des problèmes. C'est clair. Eh bien, je pense qu'on a fait pas mal un premier tour de votre jardin. J'ai hâte d'écouter Thérèse Miron et vous aussi, je suppose, à partir de ces prémices. Merci beaucoup, Dr Mongeau, et à tantôt. Thérèse Miron est journaliste et rédactrice multimédia au service de l'information chez Ovidec. Dans une vie antérieure, elle a été membre du département de sciences religieuses de l'UQAM. Elle reste une théologienne critique à respectueuse et féconde distance du prêt-à-penser en la matière. Thérèse, je pense que nous n'avons pas perdu notre temps et nos auditeurs non plus. Absolument. Absolument. Oui. Parce que la simplicité J'essaie d'être sobre. Oui, oui, d'accord, soyons sobres. Non, c'est que dans la simplicité volontaire, comment je pourrais dire? À mon avis, il faut, à un moment donné, faire une prise de conscience qui ne peut pas être imposée, qui ne peut pas être... on n'est pas soumis à quelque chose. Il faut que ça vienne de l'intérieur, puis dire, ouf, est-ce que j'ai besoin de tout ce qui m'entoure? D'autre part, nous sommes grugés, mais vraiment grugés, par une publicité gargantuesque qui nous cogne dessus. Oui, oui, c'est un bombardement. En nous faisant croire que les biens égalent le bonheur. Plus j'en ai, plus j'en ai, plus j'en ai, plus je vais être bien, plus je vais être heureux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon. On se rend compte au fil de l'existence, enfin, certaines personnes, on se rend compte qu'on a beau être comblé de biens, on n'est pas nécessairement plus heureux. On est plutôt encombré. Bien, une fois qu'il était question de voiture, une fois que vous avez acheté votre grosse bagnole, une fois que vous avez votre grosse maison, une fois que vous avez tout ce que vous souhaitez avoir, vous en êtes content pendant un petit bout de temps, puis après ça, là, ça me prendrait telle autre chose. On dirait que c'est un circuit qui n'a pas de fin. Bon. Moi, je me souviens, il y a quelques années, il y a un certain nombre d'années, j'étais assise dans mon salon, un petit salon bien simple, puis je me suis dit, mon Dieu, que j'ai des bébelles, à quoi ça sert tout ça? Des bibelots, puis des ci, puis ta. Alors, j'ai décidé de donner. J'ai gardé, il était question de l'essentiel, j'ai gardé ce qui, à mon avis, était essentiel, et c'est vrai que c'est une libération. Une libération. On se sent comme, c'est comme si on retrouvait un espace à soi, au lieu que ce soit rempli de choses qu'on veut et qu'on souhaite et qu'on désire et tout le reste. Et il est vrai que ça fait, en quelque part, économiser. Ah oui. Parce que quand on arrive, parce que c'est pas toujours facile, quand on arrive à sortir de l'engouement de la consommation, ne fût-ce qu'en sortir un peu, prendre de l'air, respirer par le nez, on se dit « Waouh, mon Dieu que ça fait du bien ». Mais ça, pour moi, ça prend une prise de conscience. C'est pas quelque chose d'imposé, c'est quelque chose qui devient, selon notre expérience, selon nos croyances, selon nos valeurs, etc., etc. Et moi, je trouve que dans le contexte actuel, on n'y arrivera pas.
Oh. D'une façon générale, non. Non, non, non. Parce qu'on est trop imbibé de cet esprit qui nous dicte par la voix des publicitaires et tout ça, et de la télé et tout le reste, que pour être bien, il faut voyager, il faut ceci, c'est tout ce que ça prend. Quant au fond, c'est pas la vérité. C'est sûr que de faire un voyage de l'occasion, c'est pas interdit. D'ailleurs, la simplicité volontaire, c'est pas une interdiction de consommer. C'est une façon de mieux gérer notre manière de s'accaparer des choses, de s'endetter en plus. Et vous savez, les gens qui ont beaucoup de choses, on parle de gros bateaux là, sur les rives, que je ne nommerai pas, des gros bateaux, des grosses maisons, des ci, des ça. Ben ça prend des systèmes de sécurité, ça prend des assurances foudroyantes, il y a tout le reste. Et c'est des gens qui demeurent inquiets de leurs biens. Ben, c'est sûr que ça peut donner l'impression qu'on a des beaux jardins, des gargantuesques jardins, avec des piscines et tout et tout. Cependant, il faut comprendre que derrière ça, il y a de l'inquiétude. Puis il faut que ça soit réparé, il faut que ce soit entretenu, et une chose en attire une autre. Pourtant, on nous dit que la modération a bien meilleur goût. Oui, mais oui. Dans le même magasin, on nous dit achetez donc davantage Exactement. de bouteilles Oui, et saoulez-vous en fin de semaine parce que ça nous rapporte à nous. Enfin, j'exagère. Bien sûr. Mais... C'est sûr qu'il y a la modération, on pourrait l'appliquer outre dans l'alcool, on pourrait l'appliquer à plein de niveaux, mais c'est comme si on a l'impression qu'on va, au début, là, quand on commence à vouloir moins de choses, on a l'impression d'être en dehors d'un gros système, puis là, on a de la misère à se reconnaître dans tout ça. On a l'impression d'être décroché. Surtout avec une économie qui va tout faire pour relancer la consommation. Oui. Bon. Et cette consommation-là, du point de vue, bon là c'est large, j'en conviens, mais du point de vue planétaire, ça a des conséquences sur d'autres. Il y a été question de l'Afrique tantôt, mais il y a des pays où c'est vraiment terrible ce qui se vit là en termes de pauvreté, en termes d'insanité qui occasionne justement des maladies. Les petits-enfants meurent de faim et de plein de bactéries parce qu'il n'y a pas les ressources pour venir au minimum pour les aider. Et mourir de faim, c'est très dur, hein? C'est pas « Ah, j'ai faim. Ah, je meurs. » C'est pas ça du tout. Mourir de faim, c'est une agonie terrible. Et quand on pense que ce sont des petits-enfants, on voit parfois des reportages, des femmes, des hommes qui... moi, depuis que j'ai pris conscience de tout ça, je suis beaucoup plus interpellée sur ce qui se passe, bien sûr ici, mais ailleurs. Et quand on compare, on se dit, mon Dieu, qu'on a le ventre plein. Bon, c'est vrai que nous avons des gens qui sont pauvres ici, c'est très vrai. Et je pense qu'il faut leur venir en aide, il faut apprendre à partager, à donner, etc. Mais je trouve que, oui, vous avez parlé d'obésité, c'est un problème de consommation. Quand dans d'autres pays, ils sont gros comme des clous, c'est aussi un problème de non-possibilité de consommer au moins au minimum. Il était question de santé physique et autres. Ben, plus je suis pleine, moins je suis bien. C'est ça. C'est une façon, je dis ça un peu radicalement, mais plus on est rempli, bourré à l'os, comme on dit, moins on est comme disponible. Sur un point de vue encore plus large et peut-être plus invisible, simplement, je lisais hier que l'ancien patron d'Hydro-Québec allait partir avec une retraite de 434 000 $ par année,
Alors qu'actuellement, on remet en cause le régime de retraite du petit monteur de ligne qui, lui, aura du mal à faire 30 000. Oui. C'est une autre forme d'obésité, ça. Bien sûr, bien sûr. Hein? Et quand on fait le choix, parce que c'est un choix, à mon avis, d'une simplicité volontaire, on dirait que ça nous permet d'avoir une vision autre. Et justement, de prendre conscience de tout ça. Parce que quand je suis dans j'allais dire, le court-circuit de la consommation, ben tout ce qui consomme, ben ça va. On est là-dedans et consommons jusqu'à ce que mort s'en suive. D'autre part, si on commence à se dégager de ce phénomène, là, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Là, on constate où se trouvent les abus, où se trouvent les inéquités, les injustices, et où, malheureusement, ça peut conduire. Mais dans l'état, moi en tout cas, je ne suis pas prophétesse, mais à court terme, je ne crois pas qu'on va s'en sortir. Je lisais d'ailleurs il y a pas longtemps, parce qu'il y a une conférence à Paris au mois de décembre, une grand-messe, si j'ose dire, où on va tous promettre qu'on va être sobre demain matin au niveau des états et de la consommation. Et on sait très bien que, par exemple, il faudrait juste arrêter de 80% la consommation de charbon. Et tout le monde peut le savoir quand on voit les journalistes qui nous parlent de Pékin ou de Shanghai. On voit derrière à peine le soleil, tellement il y a du brouillard, et c'est pas seulement un matin sur deux. Hein? Autrement dit, il y a un équilibre planétaire. La Terre aussi est grugée par des obèses, et on risque de faire crever la vie, quoi. C'est ça, finalement. Oui. Et moi, ce que je trouve de malheureux, c'est qu'on pense à M. Hubert Reeves, on pense à l'invité, M. Mongeau, on pense à des gens qui ont, comment je pourrais dire, les deux pieds dans les débats et dans les prises de conscience à faire, et qui ne sont pas écoutés. Hubert Reeves, ça fait longtemps qu'il dit que nous massacrons la planète. Bon. C'est comme si, tant que ça ne m'arrive pas, là, ici, tout de suite, ça ne m'arrivera pas. On est très, comment je pourrais dire, très difficile, comme être humain, à conscientiser. Tant que ce n'est pas arrivé, on n'y croit pas. Est-ce qu'il faudrait en parler à l'école? Est-ce qu'il faut... Bien, je l'espère bien. Oui, c'est par là que ça commence. Oui, hein? oui. Pas attendre qu'on soit rendu... Mais je pense qu'Hubert Reeves a déjà écrit à ses petits-enfants, puis tout ça, des ouvrages extraordinaires, d'être capable de vulgariser, bon, comme M. Mongeau fait, pour nous inviter à... faudrait peut-être s'arrêter, ne fût-ce qu'un moment, là. Réfléchissons ensemble à ce qu'on fait. Mais on est dans un parcours qui m'apparaît aller à contresens. C'est très difficile de s'arrêter. Et c'est curieux que tout le monde le sait. Voilà. Le Titanic est là. On joue au violon dans le salon d'à côté, mais il y a l'iceberg qui est là, la radio, tout le monde sait. Oui. Hein? Toute personne qui a un léger pouvoir décisionnel sur la vie des autres est au courant. Et puis, on continue. Bien sûr. Oh. Mais il y a des gens qui se disent, à force de se faire dire que la planète, est en train qu'on est en train de détruire la planète, ils se disent, je m'excuse de l'expression, who cares? Moi, quand ça va arriver, je partirai, ça va finir là. Puis le reste, je m'en fous. Il y a comme un je m'en foutisme aussi, à un moment donné. Suicidaire. Hein? Oui. Et puis, bon, ça arrive, ça arrivera. On est tous dans le même bateau, on va tous couler. Alors, bon, ça finit là. Il y a des gens comme ça. En voulant dire, moi, je vis ma vie, c'est mon territoire, ce sont mes affaires, et puis, dérangez-moi pas plus, je m'arrange comme ça. Mais ça, c'est très individualiste. Si on perd conscience qu'on est ensemble sur un territoire et que nous partageons ensemble une destinée, c'est difficile de dire, moi, je ferme ma porte puis arrangez-vous. Mais il y a des fois des gens qui ont cette attitude,
peu importe, on va tous périr. Dans les années 60, quand Mongeau était jeune, quand j'étais jeune, quand vous étiez plus jeune... Oui, très, oui. C'est ça, les fleurs, bon, et tout ce qu'il y avait autour, le plaisir, la gratuité, on s'est trompé à ce point-là? Je pense que c'est pas qu'on s'est trompé, c'est qu'on a cru que... Vous parlez du monde hippie, peut-être? Par exemple. Bon. Cet idéalisme des années 60. Oui, mais je pense que l'idéalisme qui a été tenté, bon, on sait qu'un idéalisme qui est tenté peut avoir des déroutes, puis tout ça, comme n'importe quelle chose. Mais je pense que ça a été récupéré. OK. Et par la récupération, d'un capitalisme envahissant et de toutes les promesses qui sont faites, il y a des gens qui vivaient ensemble, plusieurs, puis disaient ça ne nous coûtera pas cher, on va cultiver nos patates. Aujourd'hui, ils sont chefs d'entreprise. C'est ça. Alors, il s'est passé quelque chose. Ouais. Quelque chose qui a été rompu à un moment donné. Tout ça est très passionnant. On va remonter la pente. On dit tout de suite à ceux et celles qui nous suivent, là, ne soyez pas tentés d'arrêter le discours et d'en tirer des mauvaises conséquences. On va voir ça d'ailleurs. Oui. En compagnie du docteur Mongeau, qui n'aime pas se faire appeler docteur, et que nous allons rejoindre maintenant. Pour nous faire parvenir vos commentaires et suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran. Visitez aussi notre site web pour approfondir le contenu de l'émission et connaître nos suggestions de lecture en lien avec le thème de cette semaine. Serge Mongeau, vous avez été très écoutant et très patient en même temps. J'aimerais avoir peut-être vos premières réactions spontanées avant d'aborder un peu plus au fond le débat. Écoutez, j'ai trouvé que Mme Biron, je pourrais pas dire qu'elle est une bonne élève, mais en tout cas, elle a vraiment bien intégré toute l'idée qu'on essaie de répandre de la simplicité volontaire. Le fait que c'est vraiment un changement de valeur, un examen en profondeur de qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, que ça n'est pas... C'est pas juste des recettes. C'est ça, la simplicité volontaire. Mais je voulais revenir un peu sur quelque chose que vous avez dit qui se fait actuellement. On veut toujours relancer la consommation. Et assez étrangement, mais en même temps, pas tant que ça, parce que le capitalisme est quand même toujours capable de saisir n'importe quelle occasion pour reprendre et aller encore davantage de l'avant. Relancer la consommation, un des mouvements dont on parle actuellement, vu que, oui, tout le monde, toute la communauté scientifique nous dit que la planète est en danger, il faut faire des changements. On parle de développement durable et on est en train d'essayer de verdir le capitalisme. Et développement durable, l'idée est pas mauvaise au départ, mais ça empêche, d'après nous autres, les vraies solutions. C'est qu'on retarde. Écoutez, un exemple, c'est passer des autos à essence à des autos électriques. Oui, ça va moins polluer, moins envoyer de CO2 dans l'air, mais en même temps, c'est pas une solution parce qu'il faut les faire, ces voitures-là. Ça prend beaucoup de métal, de plus en plus des métaux rares aussi pour les batteries et tout ça. Beaucoup d'énergie. Ça prend de l'électricité pour les faire marcher après. La solution est beaucoup plus de dire, mais comment on pourrait s'organiser comme société pour avoir moins besoin d'auto? Mais c'est pas ça qu'on envisage. Et c'est la même chose dans beaucoup de domaines. On invente des gadgets, on pense que la solution va venir de nouvelles technologies, mais non, c'est très clair qu'il n'y en a pas une consommation dématérialisée. Hein? Elle peut être moins matérielle,
ça peut prendre moins d'essence pour rouler, par exemple, dans les autos. Et donc, oui, c'est un progrès, mais à long terme, ça revient au même. Puis même souvent, c'est encore pire parce que on parle de l'effet rebond bien souvent. Si les autos prennent moins d'essence, les gens vont plus loin avec leur auto ou la prennent plus. Fait qu'au bout du compte, finalement, on consomme plus de pétrole. Puis une autre chose sur laquelle vous insistiez à la fin, c'était le défaitisme qui semble, empêcher beaucoup de gens d'agir. Mais écoutez, je pense que c'est la chose qu'il faut éviter. Il faut pas abandonner, même si, oui, quand on regarde objectivement les choses et quand on voit l'incapacité ou non, le manque de volonté de nos gouvernements à agir, c'est décourageant. Mais à un moment donné, ça va nous tomber sur le nez, puis on va agir. Et plus il va y avoir de gens qui vont avoir pris conscience avant qu'on pouvait commencer à vivre autrement, plus il va y avoir de pistes qui vont être ouvertes pour faire le changement et plus on va être capable... Je vous donne un exemple. À un moment donné, c'est prévisible que la nourriture va augmenter énormément de prix. Bon, et qu'on va avoir tous intérêt à avoir notre petit jardin et tout ça, mais c'est pas du jour au lendemain que tu deviens un jardinier, même si tu en as besoin. C'est pas du jour au lendemain que, par exemple, nos arbres fruitiers produisent, donc il faut penser des choses d'avance. Et donc, plus on va avoir appris des choses, avoir appris à survivre même dans des conditions difficiles, plus on va travailler à s'en aller dans le sens d'une société qui soit viable à long terme, plus à ce moment-là, ça va nous aider à aller. Oui, mais on se demande si c'est pas un vœu pieux, hein, dans la mesure où on est complètement envahi par une mentalité mon voisin, je sais même pas son nom. Ça va jusque-là, où il n'y a plus de communauté, il n'y a même plus du coup de liens sociaux qui tiennent longtemps. Comment organiser une solidarité vers un changement collectif? Tu sais, justement, il y a des gens qui en ont pris conscience. Il y a un mouvement qui s'est commencé en Angleterre, ça fait 7-8 ans, le mouvement des villes en transition. Qui a été commencé par Rob Hopkins puis ses étudiants en permaculture. Et c'est quoi une ville en transition? C'est une ville ou un quartier ou en tout cas un lieu où les gens disent, nos gouvernements n'agissent pas, on s'en va vers des désastres, on va se prendre en charge et nous, on va la rendre non dépendante du pétrole parce que le pétrole, il faudrait cesser de l'utiliser, puis de toute façon, il va devenir de plus en plus cher, de plus en plus coûteux pour l'environnement à extraire. Et donc, on aurait tout intérêt à faire une société avec beaucoup moins de pétrole ou même sans pétrole. Donc, les gens dans les villes en transition disent, on va se prendre en charge, on va commencer à travailler ensemble à rendre notre communauté résiliente, c'est-à-dire à rendre notre communauté prête à faire face aux difficultés qu'on peut prévoir qui s'en viennent avec le réchauffement climatique, à rendre notre communauté indépendante du pétrole et surtout à refaire une communauté. Et à ce moment-là, donc, on commence à agir, on se met ensemble, puis là, les gens disent, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait l'inventaire de son milieu, et on voit, selon nos capacités, qu'est-ce qu'on peut commencer à faire. Puis si on n'a plus la capacité, on va acquérir les capacités et on s'organise, par exemple, je vous donne quelques exemples de ce qui se fait dans les villes en transition. Beaucoup d'agriculture urbaine, ça c'est clair. Beaucoup de modifications au niveau des transports, des déplacements. Au niveau de l'isolation des maisons. Il y a même des endroits où on a installé des éoliennes, une petite éolienne pour produire une partie de l'électricité dont on a besoin. On va inventer des monnaies locales pour faire qu'à ce moment-là, développer le commerce local, développer les emplois localement, être moins dépendant de l'extérieur.
retrouve nos savoirs anciens qu'on est en train de perdre, comment réparer nos vêtements, comment faire des conserves, comment faire une cuisine saine, etc., etc. Donc, il y a des gens qui s'organisent et disent, parce que c'est ça qui est la voie, finalement. La voie, ça n'est pas celle des survivalistes. C'est un mouvement qui existe, qui est très fort aux États-Unis. Vous allez sur Internet, vous pouvez vous acheter un kit actuellement, et on me disait qu'il y a des kits qui vont jusqu'à certains jusqu'à des milliers de dollars pour se préparer un peu comme au moment où on a parlé du danger des attaques nucléaires aux États-Unis, on faisait des abris. Bien là, il y a des survivalistes qui commencent à accumuler des bouteilles d'eau, de la nourriture à long terme et surtout des armes. Hein? Parce qu'il va falloir se défendre à un moment donné. Si tout le monde manque de tout, bien, on va aller vers ceux qui ont quelque chose. Et ça n'est pas une solution, certainement, de vouloir se créer un petit îlot. La survie, moi, je pense, même dans les conditions extrêmes, ça va être d'être une communauté forte et où on s'aide les uns des autres. Et c'est ça que les villes en transition font, finalement. Je vais vous lire, Thérèse, un extrait d'un texte de Serge Mongeau qui est paru dans le 2e tome de ses mémoires, puis je vais vous demander de réagir. Bien sûr. En tout cas, je vais vous lire les extraits, mais c'est un très beau texte. « Quand je cesse de me croire important, supérieur et même essentiel, une gradation là-dedans, quand j'accepte de reconnaître que je fais partie de la nature et que j'en suis une émanation, alors je commence à comprendre. Je suis un chaînon dans cette aventure de la vie. Le sens de ma vie, c'est la vie. Qu'en pensez-vous? Oui, ben moi, ça me touche beaucoup. Et ça rejoint ce que vous disiez précédemment. Pour arriver à créer des communautés, non pas dans le sens religieux, mais des communautés qui s'aident et puis qui fonctionnent, on parle des villes en transition puis tout ça, il faut sortir de notre égoïsme. Il faut sortir du moi, je, puis après ça, il n'y a plus rien qui existe. Il faut faire ce passage vers l'autre, vers les autres, pour pouvoir s'apporter du soutien. Comme une conversion, en fait. Oui, ben là, le mot conversion. Oui, je sais, il a été pollué pas mal. Mais c'est une forme de conversion, de changer sa manière de se percevoir soi-même et de se percevoir dans l'environnement, plus largement sur la planète et dans le cosmos. Et moi, je trouve qu'à ce moment-là, ça relativise beaucoup de choses. Et c'est une libération. C'est fameux. Ceci étant dit, j'ai bien hâte qu'il y ait des poules sur la rue Saint-Denis. Mais oui. Pas des nids de poules. Non, des poules, des belles poules. Il y en a quelques-unes sur la rue Saint-Laurent. Oui, mais vous savez que ça a causé problème. Hein? Au début, là, les gens ont réagi, puis on n'est pas sûr, puis ça fait du bruit. Puis ça sent mauvais. Il y a l'odeur. Bon. C'est sûr qu'il y a les soins à apporter. Mais tout peut se faire comme il faut. Oui. Puis c'est ça que les villes en transition explorent. Puis, il faut le dire, c'est un mouvement qui commence à s'implanter au Québec aussi. Ah, c'est bien. Il y a déjà un quartier en transition, Villeray en transition à Montréal. Puis en fin de semaine, là, je rencontrais des gens de Alma. Il y a Alma en transition qui est vraiment qui prend de l'expansion rapidement. Puis il y a un peu partout, Notre-Dame-de-Grâce, il y en a un groupe, puis le Plateau, il y en a qui veulent partir ça actuellement. Donc, c'est un mouvement qui est en train de se développer. Et bravo, parce que à ce moment-là, ça nous permet d'agir, de commencer à agir pour ceux qui sont conscients. Ceux qui sont conscients, à un moment donné, oui, ils peuvent avoir la tentation de dire, bon, ben écoute, je m'en fous, là, je vais m'isoler, puis je vais profiter des dernières... Après moi, exactement, c'est oui. ça, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Okay. Je vais pas vous poser la question brutalement, parce que je veux pas qu'on termine avec un débat en queue de nouille, comme on dit, mais
on l'a bien dit, hein, tous les trois, il reste une minute pratiquement, tu sais. Il est comme presque trop tard. Est-ce qu'il ne faudrait pas un sursaut, autrement dit, j'allais dire, on serait tenté par des solutions politiques fermes, dures, non démocratiques, parce qu'on se dit sinon il y a une telle apathie d'un côté, puis une telle puissance des multinationales, des gros, etc., qu'on n'y arrivera pas. Oui, c'est sûr que ça prend une révolution. Mais une révolution, ça n'est plus ce que ça a déjà été. Écoutez, c'est certainement pas une révolution armée. Le pouvoir des armes est du côté des possédants actuellement, puis du côté des gouvernements. Et quand je dis ça prend une révolution, ça veut dire que c'est un changement radical que ça prend, c'est clair. Mais c'est à ce moment-là, il faut le faire d'une façon pacifique. Il faut le faire par en bas. Et moi, je pense que changer nos vies, commencer à changer nos vies, déjà, là, pour moi, quelqu'un qui est dans la simplicité volontaire, c'est quelqu'un qui sortir du système actuel, qui fait une petite révolution dans sa vie, mais il faut qu'on trouve les moyens de le faire massivement, et c'est possible d'y arriver, très certainement. Et ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que la simplicité volontaire, comme la décroissance, ce n'est pas s'en aller vers la pauvreté, ça n'est pas s'en aller vers la privation, c'est pas ça. C'est s'en aller vers une plus grande qualité de vie. Et une des choses qui m'aide à espérer, c'est que de plus en plus de gens commencent à se rendre compte que notre façon de vivre actuellement n'a plus de sens. On court, on va mener ses enfants le matin à la garderie, à la course, on travaille comme des idiots toute la journée, de plus en plus intensément si on veut pas perdre sa job parce qu'on est en compétition avec les autres, puis qu'il y a de moins en moins d'emplois. Et le soir, il faut aller rechercher les enfants à la course. On arrive épuisé à la maison, on n'a plus d'énergie. On achète de plus en plus des choses tout faites parce que finalement, on n'a plus le temps. Et en même temps, c'est des choses qui sont de moins en moins saines qu'on mange quand on regarde comment les aliments préparés, mais c'est épouvantable comment on a transformé les aliments, on y a enlevé tout ce qui avait de la valeur, puis on y a rajouté un paquet de cochonneries, ça n'a plus de sens. Donc, de plus en plus de gens commencent à se rendre compte que vivre comme on vit actuellement, c'est pas une vie finalement. Et je rencontre quand même de temps en temps des gens qui sont à la fin de leur vie. Et quand ils font le bilan, ils se posent la question, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie finalement? Et moi, j'aimerais ça que les jeunes réfléchissent avant, n'attendent pas de faire un bilan et qui va être souvent négatif quand on est sincère. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Bien, j'ai enrichi un patron. J'ai travaillé, j'ai mis toute mon énergie à travailler pour faire quoi? Pour faire souvent des choses inutiles et pour ne pas avoir le temps, finalement, de faire ce que j'aurais aimé faire, s'occuper de mes enfants. Autrement dit, c'est une réflexion sur la vie et son sens, c'est-à-dire sa direction et j'allais dire son allure, si je comprends bien. Ça n'a pas d'allure et ça va nulle part. C'est ça. Ouais. Moi, en tout cas, je trouve que c'est une réflexion qui s'impose, mais comme je disais précédemment, on ne peut pas l'imposer. C'est ça le paradoxe. Dans le sens qu'elle est importante à faire, elle est même fondamentale, mais elle ne peut pas s'imposer. Les gens qui souhaitent continuer à consommer à tout crin, on peut difficilement les empêcher, parce que là, à un moment donné, on va se trouver à être confronté entre des gens qui ne voient pas le devenir humain de la même manière. Je pense pas que les gens soient attirés à consommer. La consommation, c'est pas... en tout cas, je pense pas que ça soit, disons, une attitude comme telle.
on consomme parce que il y a des choses qui nous attirent et qu'on nous a rendues, qu'on nous a présentées comme étant essentielles pour l'épanouissement humain. Mais il faudrait à ce moment-là que les gens réfléchissent un peu puis se posent vraiment les questions. Tu sais, quand on regarde les enfants aujourd'hui, combien d'enfants là, sont pourris, puis à Noël, ils vont recevoir des cadeaux, cadeaux, et 5 minutes après, ben, le cadeau, il est mis de côté, tu sais. Mais c'est ça, c'est l'image de beaucoup de nos consommations, tu sais. Une fois que tu l'as, ton auto neuve, est bien belle, mais ça dure combien de temps, la joie que tu as? Et ça, vous insistiez là-dessus tout à l'heure, puis je me passais la réflexion. Il y a des enquêtes qui ont montré que, à mesure, il n'y a pas une corrélation entre l'augmentation du revenu puis l'augmentation de la consommation et le bonheur. À partir d'un certain montant, oui, on a besoin de certains biens de base, et on s'est rendu compte qu'à partir du moment que quelqu'un gagne plus que 20 000 $, un peu plus on en ajoute à ce moment-là, ben c'est un rendement qui diminue à mesure qu'on avance. Et les gens ne sont pas plus heureux à 50 000 qu'il était, ou presque pas plus qu'il était à 20 000. Mais pour arriver à 50 000, ben ils ont travaillé plus, puis etc., etc. Oui, bien sûr. Puis aussi, ben, beaucoup de choses que vous disiez, avoir plus de biens, c'est aussi plus de préoccupations, puis plus d'inquiétude, de névrose à la limite. C'est ça. Ben, écoutez, merci beaucoup. Je trouve que ça a été très nourrissant, mais au bon sens du mot. Bon. C'est un petit peu, vous savez, l'image que j'avais dans la tête en vous écoutant. Pour une fois, il y a des gens qui, bien sûr, il faut du jus de tomate, il faut un verre de lait, il faut, bien sûr, mais on regarde l'étiquette quand même avant de prendre un verre. Hein, on regarde, on essaie de comprendre, on essaie de se mettre soi-même en garde. Alors, merci beaucoup. J'espère que cette heure de dialogue vous a plu et même enchanté. Et évidemment, je vais présenter un certain nombre de livres avant de vous dire au revoir. Des livres qui sont parus aux éditions Éco-Société. C'est un clin d'œil amical à notre ami Serge Mongeau, qui est dans le comité éditorial, je pense, des éditions Éco-Société, qu'il a fondé. Décroissement versus développement durable, débat pour la suite du monde, Yves Abraham, Louis Marion, Hervé Philippe. Ça, j'ai beaucoup aimé. Jeannette Bill, je ne sais pas si on dit Bill, B-I-E-H-L, le municipalisme libertaire. Ça, je crois que la ville ou le village comme étant le lieu des pouvoirs futurs sur soi, c'est quelque chose à réfléchir. On devrait envoyer le bouquin à M. Coder. De la pensée à l'action, Brian Murphy, avec une préface de Jacques Languirand, La personne au cœur du changement social. Michel Freytag. Michel Freytag, c'est un génie. J'ai suivi ses cours. C'est vraiment un type qui a disparu trop tôt. 2 jours d'ailleurs après une entrevue que j'avais fait avec lui à Radio Ville-Marie, tout à fait extraordinaire. Alors là, j'ai choisi ce livre-là parce que là, il est interrogé par quelqu'un qui l'aide à sortir son message, parce que c'est un homme assez compliqué, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, l'impasse de la globalisation. Et puis je termine par un travailleur social, un spécialiste qui a été professeur à l'Université Concordia, Éric Schrage, Action communautaire, dérive et possible. Alors merci d'avoir suivi cette émission avec nous et j'espère vous retrouver encore plus nombreux la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Dialogue. Au revoir.